De nombreux groupes sociaux aux compositions et aux caractéristiques variées se voient refuser des droits égaux au sein de la société capitaliste. Certains, comme les groupes afro-américains et amérindiens aux États-Unis, ont une histoire spécifique en tant que peuples opprimés. Les inégalités que subissent leurs membres découlent d'un passé d'oppression qui se transmettent inlassablement de génération en génération et qui marquent l'expérience de chaque individu du berceau à la tombe. D'autres groupes, les personnes homosexuelles, les personnes handicapées ou les personnes âgées, sont constitués d'individus présentant des caractéristiques particulières, acquises plus ou moins accidentellement, et qui ne sont pas nécessairement partagées par leur famille. Ces caractéristiques, qui peuvent ou non être permanentes, sont la base de discrimination et d'inégalités juridiques. Les femmes, dans les sociétés capitalistes, ne sont ni un peuple opprimé avec une histoire particulière, ni un ensemble d'individus avec des caractéristiques spécifiques. Elles sont plutôt les 51% d'êtres humains qui ont la capacité de porter des enfants, capacité qui, lorsqu'elle est actualisée, permet de réapprovisionner le capital en force de travail. En d'autres termes, l'inégalité qu'elles subissent a une nature spécifique par rapport au déni des droits démocratiques des autres groupes. Elles sont enracinées dans la place spécifique des femmes au sein de la reproduction sociale capitaliste. De même, les obstacles auxquels se heurtent les femmes dans leur lutte pour une véritable égalité sociale ont une nature spécifique par rapport à ceux que rencontrent d'autres groupes. Ce chapitre a proposé un cadre théorique pour analyser l'oppression des femmes dans le contexte de la reproduction sociale capitaliste. La position particulière des femmes dans la société capitaliste présente deux aspects fondamentaux. Tout d'abord, comme dans toute société de classe, les femmes et les hommes se retrouvent dans une situation différente en ce qui concerne les aspects matériels essentiels de la reproduction sociale. En second lieu, les femmes, comme de nombreux autres groupes dans la société capitaliste, ne disposent pas de l'ensemble des droits démocratiques. Le positionnement différencié des femmes et des hommes dans la reproduction sociale varie selon la classe. Les femmes de la classe ouvrière sont en charge d'une part considérablement plus grande de la composante domestique du travail nécessaire, c'est-à-dire les tâches quotidiennes liées à l'entretien et au remplacement de la force de travail. Réciproquement, les hommes de la classe ouvrière sont en charge d'une part considérablement plus grande de la composante sociale du travail nécessaire, c'est-à-dire le travail qui leur permet l'achat de moyens de subsistance sous la forme de marchandises. Ils ne peuvent espérer s'acquitter de cette responsabilité qu'en devenant salariés. Les femmes de la classe capitaliste sont généralement en charge d'une part considérablement plus grande des processus assurant le remplacement générationnel au sein de cette classe, tandis que les hommes sont généralement en charge d'une part considérablement plus grande des processus assurant l'accumulation capitaliste. Alors que seules certaines femmes effectuent le travail domestique dans la société capitaliste, à savoir les femmes de la classe ouvrière dont les efforts entretiennent et renouvellent une force de travail exploitable, toutes les femmes souffrent des inégalités sous le capitalisme, du moins en théorie. Cette inégalité constitue une caractéristique spécifique de l'oppression des femmes dans la société capitaliste par opposition aux autres sociétés de classe. Les normes discriminatoires qui survivent des sociétés de classe antérieures au capitalisme sont complétées et renforcées par de nouveaux mécanismes de discrimination politique bourgeoise. L'oppression des femmes et les inégalités qu'elles subissent prennent appui tant sur le système juridique que sur tout un ensemble de pratiques sociales informelles. Dans le même temps, le capitalisme promet l'égalité à chacun et chacune, et là où il manque à sa promesse, comme dans le cas des femmes, l'inégalité se fait fortement sentir. Comme d'autres groupes qui se voient refuser l'égalité des droits, les femmes luttent pour l'obtenir. Dans le passé, le mouvement féministe se concentrait sur les inégalités flagrantes au sein de la société civile, notamment celles inscrites dans les codes juridiques. Aujourd'hui, dans les pays capitalistes avancés, la lutte pour l'égalité se poursuit et touche des domaines dont les féministes du XIXe siècle n'avaient jamais rêvé. Les femmes se battent pour l'égalité des droits dans la sphère privée, autrefois considérée comme échappant largement au périmètre de l'action légale et sociale. Elles se concentrent par exemple sur l'égalité au sein du foyer, la liberté sexuelle et le droit d'avoir ou non des enfants. Dans le domaine du travail rémunéré, les femmes ne se contentent pas de revendiquer l'égalité salariale et l'égalité face aux opportunités de carrière. Elles exigent d'avoir accès au travail aussi valorisé que celui des hommes et pour un même salaire. En un mot, les récentes revendications d'égalité posent souvent la question du sens de l'égalité formelle dans une société fondée sur une inégalité réelle. Les pays capitalistes avancés sont devenus en outre les premières sociétés de classe dans lesquelles les différences entre les femmes et les hommes semblent parfois l'emporter sur les différences entre les classes. Dans ces pays,
L'expansion des classes moyennes et le développement d'un style de vie consumériste homogène s'accompagnent d'une ligne de démarcation encore profonde entre la sphère féminine du travail domestique et la sphère masculine du travail salarié. Ce contexte explique que le manque d'égalité par rapport aux hommes puisse sembler être le facteur social le plus important dans la vie de nombreuses femmes. Il est bien trop facile de négliger la distinction fondamentale entre la classe ouvrière et les autres pans de la société. Les féministes socialistes insistent sur le fait que Jacqueline Kennedy Onassis n'est en aucune façon une sœur, mais d'autres discriminations ont tendance à être oubliées. Bref, la singularité de l'oppression des femmes dans les sociétés capitalistes est due au caractère double de la position spécifique des femmes par rapport au travail domestique d'un côté et par rapport à l'égalité des droits de l'autre. Dans le même temps, le statut particulier des femmes constitue un obstacle à certaines tendances inhérentes à l'accumulation capitaliste. Les difficultés que rencontrent les femmes pour intégrer la main-d'œuvre et leur isolement dans l'espace privé du foyer entravent les tendances à la réduction du travail domestique et à la pleine disponibilité de la force de travail. Au fil du temps, la plupart des sociétés capitalistes sont en fait marquées par l'atténuation de l'isolement des femmes ainsi que par leur présence croissante au sein du salariat. Tant que se maintient un statut spécifique pour les femmes, il autorise des discriminations envers elles, ce qui peut jouer en faveur du capital. Par exemple, les salaires pour les emplois féminins restent notoirement bas. Dans la sphère politique, le déni des droits des femmes entre de plus en plus en contradiction avec la tendance à élargir le champ de l'égalité dans les pays capitalistes avancés. Au cours du XXe siècle, les entraves à l'égalité entre hommes et femmes se sont considérablement réduites, révélant une tension sous-jacente entre égalité formelle et égalité réelle. Pour de nombreuses femmes, comme pour la plupart des membres d'autres groupes opprimés dans la société capitaliste, l'égalité bourgeoise se présente désormais de façon tout à fait distincte de la libération que permettrait une société juste. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout.